Salut, je suis Marc-André Gauthier, je suis directeur du CRIFPE et puis je vous accueille à ce webinaire du CRIFPE. Il y en a environ un par mois, un peu plus. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est avec Normand Roy. Et il y en aura un autre le 31 mai avec Annie Malo et puis Maëlène Forget sur se former à et par l'écriture qualitative. Donc, on en a régulièrement. Cette fois-ci, c'est sur ChatGPT en éducation. Donc, je vais servir de modérateur. Tantôt, j'ai la parole à Normand qui va prendre la parole, donc, effectivement. Mais pour la partie questions-réponses, vous passerez par moi. Il y a le Q&A, vous écrivez les questions et les réponses viendront ensuite de Normand quand je lui donnerai une ou deux questions en même temps, peut-être, ou trois, on verra. Donc, première partie, Normand présente. 30, 40, 50 minutes, on verra, le temps que ça lui prendra, le temps qu'il décidera de prendre. On a 1 heure en tout. À 1 heure, on termine. Si c'est moins long, sa présentation, on aura plus de temps pour les questions-réponses. Je suis certain qu'il va en avoir beaucoup à la grande quantité de personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes. Alors, je vous présente tout de suite donc M. Roy. Normand Roy est professeur à l'Université de Montréal. Il est spécialiste en technologie de l'information pour l'éducation, en recherche qualitative aussi. Bon, il y a plusieurs cordes à son arc, mais aujourd'hui, la corde principale, celle laquelle il consacre beaucoup de temps d'ailleurs, c'est plus lié aux technologies d'information et la plus nouvelle, en tout cas pour nous, la plus nouvelle, ChatGPT en éducation. Où en sommes-nous? Normand, c'est à toi de nous dire ça. Merci. Bien, merci à tout le monde, en fait. Bienvenue à tout le monde. Juste, si vous avez des questions, c'est le Q&A qui est utilisé. Je pense que le clavardage il est bloqué entre vous pour éviter justement les discussions trop complexes en parallèle. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans le Q&A, je vais pouvoir les répondre à la fin. Et puis, merci Marc-André pour la présentation. Donc, comme tu as dit, Normand Roy, je suis professeur en sciences de l'éducation. Je m'intéresse aux technologies récentes, en fait, aux innovations en éducation, autant au secteur jeune qu'en enseignement supérieur. Et aujourd'hui, dans le fond, quand on a discuté avec Sophie un peu de savoir, avec le CRIFPE de façon générale, à savoir sur quoi pourrait porter une conférence, ben, je vais proposer au moment, c'est qu'il y a quand même un bon moment, on avait décidé de faire quelque chose autour de l'intelligence artificielle en éducation. Depuis le temps, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, on s'entend en fait, et par le grand intérêt du nombre de participants, je vois que quand même c'est quelque chose que les gens s'intéressent encore. Euh, Quand j'ai essayé de faire mon plan de présentation, j'avais quand même de la difficulté à voir comment on pouvait vraiment faire de quoi de différent sur ChatGPT en éducation. Et entre-temps, à chaque fois que je faisais des nouveaux ajustements à ma présentation, eh bien, je me retrouvais toujours justement à faire quelque chose de nouveau parce qu'il y a quelque chose dans la nouvelle qui est sortie la semaine dernière, même hier, même ce matin. Donc, il y a toujours des choses qui ont transformé. Toutes mes images viennent de l'intelligence artificielle en passant. Donc, toutes les images que vous allez voir dans ma présentation viennent de différents outils, le Midjourney, DALL-E. Je pourrais fournir une webographie un peu à la fin de tout ce que j'ai utilisé comme outil. Mais donc, la première image que vous voyez là, justement, ben, j'avais demandé à avoir quelque chose autour de l'intelligence artificielle, les robots, une salle de classe. Et c'est ce qui m'a été fourni comme image. Un peu épeurante, hein? Et à la lumière, aussi à l'égard de ce que les gens aussi constatent un peu, c'est-à-dire que c'est aussi un peu préoccupant, l'intelligence artificielle. Excusez, mon plan de présentation plutôt simple, description de l'IA générative. Je ne passerai pas énormément de temps. Je ne suis pas un expert sur les algorithmes ou sur tous les éléments plus mathématiques de l'intelligence artificielle, mais je vais quand même contextualiser brièvement une seule diapositive l'IA générative. Et je vais y aller ensuite de ça, des usages variés et des forces et des limites avec une série d'exemples, en fait, pour illustrer mes propos, autant positifs qu'autant sur les mises en garde. Donc, vraiment, les deux seront travaillés durant toute la présentation. Euh, et vraiment, je m'intéressais à peu près à tous les champs parce que les exemples que j'emploie, on peut les transposer, que ce soit au secteur jeune, au secteur formation professionnelle et technique, formation professionnelle, à toute personne qui doit utiliser l'Internet pour faire des choses. Mais je pense que ces outils-là, en fait, vont quand même nous concerner autant que les enseignants que les apprenants. Et je vais terminer quand même avec, je pense, quelque chose qui se démarque un peu. En tout cas, j'ai peut-être vu moins de choses là-dessus, sur la pointe de l'iceberg, sur d'autres outils qui peuvent être mobilisés en parallèle parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT. Ça a été le premier qu'on a entendu parler, mais il n'y a pas que ChatGPT, il y en a plusieurs autres. Et c'est peut-être l'angle que je trouve que j'essaie de prendre pour me démarquer un petit peu. Donc, si j'essaie de résumer l'IA générative et ChatGPT par le fait même,
ça se base notamment, ChatGPT se base sur le Natural Language Processing, le NLP. Donc, autant pour les questions que pour les réponses, c'est peut-être une des choses qui fait que sa grande popularité, c'est que ça utilise vraiment le langage naturel pour pouvoir qu'on puisse poser des questions. Et lorsqu'il va y répondre, il va utiliser également les algorithmes, les choses qui s'appuient sur ça. Ça permet vraiment d'utiliser les mots qu'on est habitué d'utiliser et c'est l'algorithme derrière qui va être capable de traiter la question et la réponse à partir de mots similaires et de correspondances là-dessus. C'est de l'apprentissage profond sur des larges ensembles de données, texte ou images. Ça va être important tout le long de la présentation de garder ça en tête. Donc, les données sont derrière, il y a des données qui sont derrière, qui ça peut être des textes, des images, et dorénavant, même, on entend parler de la vidéo également. Je voudrais qu'aujourd'hui, je me concentre surtout sur le texte et l'image, mais par inférence, on peut faire la même chose pour la vidéo. On entend commencer à parler de voir des outils, là, notamment autour de l'hypertrucage, mais ce n'est pas l'angle que j'ai choisi aujourd'hui. Et l'IA générative permet de générer de nouvelles données similaires à celles d'un ensemble de données d'entraînement. Et ça, on va voir que pour moi, en tout cas, c'est un enjeu en éducation de réfléchir, bien, oui, il génère des nouvelles données, des nouvelles, j'ai pu le mettre en guillemets ou en italique, mais basées sur un ensemble de données d'entraînement, ces données d'entraînement-là vont avoir une grande influence sur ce qui va nous générer comme réponse. Et c'est là ma réflexion un peu que je vais aller en cours de présentation là-dessus. Donc, ChatGPT, si vous ne l'avez pas entendu, je vais le répéter, mais c'est d'abord et avant tout une base de données qui est fermée pour le moment. Donc, ce n'est pas les données qui sont fermées, mais la base de données qui est fermée pré-2021, c'est-à-dire qu'ils ont récolté, ils ont pris de l'information en ligne, en fait, à partir de milliards de sites web, et ont fait une base de données qui est fermée pour le moment pré-2021, et c'est là-dessus que les modèles ont été entraînés pour pouvoir répondre aux questions et pour pouvoir traiter différentes questions. Donc, premier élément qu'il faut quand même garder en tête sur ChatGPT, ça ne cherche pas en temps réel sur Internet. Je ne sais pas si je vous l'apprends ou pas, mais c'est quand même un élément important à savoir. Les données d'entraînement, c'est vraiment ce qui contient, ce qu'on retrouve dans la base de données qui est derrière, dans le fond. Donc, quand je dis que la base de données est fermée, c'est-à-dire que c'est tous les sites web, l'information qui a été mise dans le catalogue, on peut le voir comme ça, ou dans la base de données, ou dans l'entrepôt de données qui est derrière, et sur lesquels l'outil va pouvoir répondre, en fait, fournir des réponses. Donc, quand il nous donne une réponse, il cherche à travers les données qui sont disponibles, donc celles qui ont été mises dans la base de données, dans laquelle le modèle a été entraîné, je devrais dire. ChatGPT 4.0, il y a 170 milliards de paramètres, 170 000 milliards de paramètres. Ça, sur le plan algorithmique, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a une évolution là-dedans rapide. On est passé de ChatGPT 3 à 3.5. Et même avant ça, on en a entendu parler en novembre dernier, mais sachez que OpenAI était disponible bien avant ça. Je l'explorais depuis septembre dernier dans une version plus fermée. Et même avant ça, il y avait des articles qui avaient été publiés sur OpenAI avant ça avec des modèles moins performants. Bien évidemment, ce qu'on a vu apparaître en novembre dernier, c'est ChatGPT 3, il y a eu 3, 3.5 et 4, qui est le dernier modèle le plus performant actuel. Et ma dernière information ici, et celle-là, elle paraît anodine, mais elle est vraiment importante, cette information-là. ChatGPT cherche à prédire le prochain mot le plus probable en fonction du contexte. Il ne cherche pas à vous donner la meilleure réponse, la réponse la plus valable, la plus valide, il cherche à prédire la structure de la phrase, le prochain mot le plus probable. Si on garde ça en tête, ça explique beaucoup de réponses ou de comportements de l'outil qu'on va retrouver par la suite, parce que dans le fond, l'outil ne cherche pas à vous donner la bonne réponse ou la réponse la plus critique possible ou la mieux appuyée. Il cherche à vous donner une structure de phrase où chaque mot, où la séquence de mots, elle est la plus probable. Et par probabilité, j'entends ici vraiment au plan statistique du terme, il va aller voir dans un ensemble de données qui est gigantesque, donc 670 milliards de paramètres, c'est quoi le prochain mot le plus probable par rapport aux paramètres définis initialement. Donc, si j'ai posé une question sur l'intelligence artificielle, si j'ai posé une question sur l'éthique et l'intelligence artificielle, je lui ai donné des informations de départ. Ces informations de départ-là vont l'amener à aller chercher dans sa base de données quelle est la réponse la plus probable en termes de séquence de mots qui pourrait répondre à celle-là. Qu'elle soit bonne, pas bonne, valide, non valide, ça ne lui dérange pas, c'est la réponse la plus probable. Et ça s'appuie sur le fait que dans sa base de données,
dans ces données d'entraînement, je devrais dire, ben, il y a suffisamment de séquences de mots qui ressemblent à celle-ci pour qu'il puisse en arriver à celle qu'il va vous proposer à la fin. Donc, la réponse donnée dépend notamment de votre requête, ce qu'on va appeler en anglais des prompts, donc la question que vous allez poser, en langage naturel, en utilisant vos propres mots. Et la réponse qui sera donnée, c'est pas tant, il ne cherche pas à vous donner une réponse fidèle à votre question, il vous cherche à vous donner une réponse probable par rapport aux mots que vous avez utilisés et la séquence de mots qu'on va retrouver. Et, inquiétez-vous pas, là, je vais y aller avec une série d'exemples là, pour illustrer un peu justement la force et la limite de ce type d'IA générative-là. Pour l'image, c'est un peu le même principe, c'est qu'il y a une banque d'images qui est derrière et on va s'appuyer là-dessus en fonction de mots-clés. J'y reviens également un peu vers la fin sur l'image. J'insiste un peu plus sur le texte. Je m'intéresse à l'éducation. Donc, vraiment, excusez. Les usages possibles pour les élèves et les étudiants. Et là, je parle de tout type, de tout niveau. Pour moi, il y a une vraie contrainte. On ne se le cachera pas. Officiellement, ChatGPT est 18 ans et plus, notamment parce que la base de données ou les données d'entraînement n'ont pas été filtrées pour des élèves qui pourraient être mineurs. Donc, théoriquement, ils pourraient donner des réponses inappropriées, bien qu'il y ait eu quand même pas mal de filtres sur la base de données derrière. Ça ne veut pas dire que ChatGPT s'affiche comme étant 18 ans et plus, notamment parce que les données d'entraînement derrière elle n'ont pas été contrôlées à ce point-là. Mais je vais parler quand même des usages possibles pour les élèves et les étudiants dans un environnement contrôlé, comme en classe, par exemple, ces choses-là. Et ici, là, honnêtement, je ne crois pas me démarquer par rapport à tout ce que j'ai lu. Là. Il y a énormément d'articles de vulgarisation qui en parlent. J'en ai mis quelques exemples ici. Je vais y aller en démonstration, mais je vous ai mis en bas à droite 2 articles, Sock and Hand et Electrochoc de l'AI, de la presse qui est sorti la semaine passée. Honnêtement, il y avait beaucoup d'exemples. Donc, 3 grandes catégories, je trouve. Il y a l'aide à l'idéation, faire un remue-ménage, l'aide à la compréhension et l'aide à la rédaction, là, réécriture d'un texte, traduction, vulgariser des concepts difficiles, traduire des textes à lire. Je vous dirais que pour les jeunes étudiants, oui, là, la vraie force pour moi, c'est l'avantage le plus important, c'est le langage naturel. Je n'ai pas à chercher comment formuler ma question. Je peux simplement la formuler comme elle me passe à travers la tête et ça va donner des résultats assez impressionnants. Exemple ici, très court. Je ne vous demande pas de lire, là, je vais partager le document à la présentation au CRIFPE, il n'y a pas de problème. Là. Je vais m'assurer que tous les droits d'auteur sont respectés pour mes captures d'écran, mais je vais partager tout. Mais à droite, à gauche, excusez, à votre gauche, à l'écran, j'ai demandé de me proposer des idées. Quand je parlais de remue-ménage avec ChatGPT, je lui ai demandé de me proposer des projets pour faire un projet sur l'électricité. Il m'a sorti une liste de projets, un circuit électrique simple, conducteur isolant, énergie solaire, aimant électricité, économie d'énergie. Donc, vous voyez que comme idéateur, en fait, ChatGPT, pour un élève avec une question, j'ai mis les contraintes de départ. Je suis en 5e année, je fais un projet en sciences et sur l'électricité, as-tu des idées à me proposer? Et il m'a sorti une liste qui est quand même un bon point de départ, qui pourrait m'aider. Il n'a pas fait le projet pour moi, il m'a juste orienté dans une certaine direction. À droite, je vous ai montré un autre exemple. Un élève de 2e secondaire qui trouve du texte qui n'est pas accessible pour lui parce qu'il est en anglais. J'ai mis une longue définition, vous n'avez pas à la lire, mais une longue définition sur l'intelligence artificielle en éducation, assez complexe. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider à la comprendre. Il m'a donné 2 paragraphes, en fait, que je trouvais quand même pas accessibles. Puis je lui ai demandé, peux-tu me le simplifier encore plus? Et là, finalement, vous voyez que il y a comme un échange parti d'un concept complexe en anglais qui n'était peut-être pas dans ma langue. Il me l'a traduit, puis il m'a même proposé une 2e version, encore une fois basée sur les mots. Puis quand je regarde ça, si je pars de l'anglais jusqu'au français en bas, la structure proposée, la réponse qui est ici à l'écran, elle est probable et puis elle est cohérente avec la définition initiale et ça fonctionne, cette gradation-là. Donc, on voit que je suis parti d'une question probable de quelqu'un qui trouve un texte, un extrait de texte, une référence en ligne en anglais, puis je peux me faire accompagner. Donc, quand je disais tantôt que ChatGPT pourrait aider un apprenant à clarifier un concept ou à aider, je pense vraiment que ça peut nous aider vraiment là-dedans. Donc, un autre exemple très québécois, celui-là, donc je sais qu'on est peut-être à l'international un petit peu, là, mais on peut parler du site Alloprof, par exemple. À votre gauche, j'ai pris un autre outil qui s'appelle Perplexity, qui a l'avantage, lui, c'est qu'il cherche en temps réel sur Internet, donc prenez-le en note si vous ne le connaissez pas. Mais lui, Perplexity, et cette question-là, c'est pas moi qui ai fait des fautes dedans, j'ai pris une question textuelle du site Alloprof, du forum de discussion. J'ai pris une question d'un élève
qui a posé une question sur le forum d'AlloProf, la première que j'ai trouvée. Je veux de l'aide, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Les caractères de divisibilité. C'était ça la question qui était posée sur le forum de discussion. Je ne me suis pas creusé la tête, je n'ai pas inventé de question, je l'ai pris comme elle existait. Et je l'ai envoyé dans ChatGPT à votre droite, je l'ai envoyé dans Perplexité à gauche. Et à gauche, l'avantage, vous voyez que j'ai eu une réponse, toujours une fois en texte naturel, donc justement qui me permet de le lire. Et il s'est appuyé sur des sources en ligne parce que je lui ai mis selon le site d'AlloProf, il m'a donné une réponse. Vous voyez même qu'à gauche, dans Perplexité, il a même corrigé un problème dans la question. Dans la question, on a parlé de caractère de divisibilité et lui a parlé dans sa réponse de critères de divisibilité. Donc, il a même fait cette correction-là sans aucun apport de ma part. Donc, il m'a proposé cette réponse-là et je peux aller voir sur le site web d'AlloProf pour aller voir une vidéo, des ressources, des choses comme ça. À votre droite, je suis allé sur ChatGPT, j'ai posé la même question. Première réponse qu'il m'a donnée, ben lui, il a cherché c'était quoi un caractère de divisibilité, puis là, il m'a juste dit, ben, il m'a carrément dit le caractère, le symbole qui veut dire diviser par. En fait, j'ai comme fait, oups, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire critère de divisibilité. Et là, cette fois-là, vous voyez que ça revient à une réponse qui est similaire à AlloProf, sans source, sans appui cette fois-là, mais il me permet quand même de le voir, cette réponse-là. Donc, quand je disais que ChatGPT pourrait aider à clarifier des concepts, je vais le mettre entre guillemets complexes, mais complexes pour les plus jeunes, on voit que quand même, il y a quand même des bonnes pistes qu'on pourrait dire, ah, c'est intéressant. Inquiétez-vous pas, là, je ne fais pas juste montrer des exemples positifs, là. Je vais en arriver avec d'autres exemples, mais c'était pour vous montrer un peu des petits exemples de quand je disais mais comment il pourrait aider des personnes apprenantes à clarifier des idées dans la mesure où le concept est relativement simple, ça fonctionne relativement bien. Donc, on pourrait imaginer toute recherche que je pourrais trouver de l'information sur Wikipédia et que je trouve assez fiable, ben, ChatGPT va probablement faire écho à ça avec des réponses assez fiables également pour des informations, je pourrais classer de généralistes, mais je n'ai pas de ressources qui l'appuient. Il faut que j'ai confiance en sa réponse quand même. Donc, vous voyez que Perplexité à votre gauche, lui, est allé chercher des choses en temps réel. Il s'est appuyé quand même sur du langage comme sur le même type. Dernier exemple, en fait, que je voulais vous montrer pour des élèves ou des étudiants. Et là, j'ai pris un texte de ma fille. J'ai demandé la permission, j'ai son droit d'auteur. Donc, j'ai demandé à ma fille un texte qu'elle avait rédigé l'année passée. Et puis, à la gauche, j'ai demandé à ChatGPT, tu peux-tu corriger et réécrire ce texte en soulignant les fautes que tu as corrigées? Et là, tu vois que, même j'ai fait corriger avec un S, mais et j'ai pris le texte tel quel et regardez en bas ce que ChatGPT m'a proposé. Bien, il m'a indiqué tout ce qui a changé dans le texte. Donc, vous pouvez lire le texte si vous voulez. Là, c'est l'histoire du blablabou qui serait un animal fictif au fond de la mer. Donc, il a corrigé plein de petits éléments. Donc, il a dit, par exemple, orthographe correcte, erreur de majuscule. Vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà des logiciels qui font ça. On n'est pas loin de Antidote qui fait ça quand même. On voit quand même qu'il m'a aidé un petit peu. Donc, effectivement, quand je disais tantôt qu'il pouvait agir comme aide à la réécriture ou aide à la correction, ben, on peut carrément copier-coller notre texte et lui demander de nous fournir un texte comme ça. Donc, ça, pas tant de surprise parce que c'est la force de l'outil, c'est l'écriture. C'est vraiment sa force. Il est convaincu et convaincant, ChatGPT. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est bon, mais si je lui fournis les paramètres de départ, ben, il va jouer dans ces paramètres-là pour écrire de quoi qui est cohérent et qui fonctionne. Regardez l'exemple de droite. Peux-tu réécrire complètement en gardant la même histoire? Et là, vous voyez qu'il m'a réécrit la même trame narrative, là. Encore le blablabou, excusez, avec du temps ce qui s'appelle le madou pour fabriquer des doudous. C'est ma fille qui a inventé l'histoire, là. Mais vous comprenez qu'ici, par exemple, il a repris la même histoire en utilisant un langage un peu plus sophistiqué. Il a quand même changé les structures, il a même fait des paragraphes, il a organisé les idées un peu différemment. Donc, on voit que dans le fond, il y a une première évolution et je pourrais même continuer à faire évoluer cette histoire-là de plus en plus complexe. Ça fonctionnerait et vous allez le voir que l'exemple que je vais vous donner tantôt pour des exemples plus complexes, bien, il y en a qui sont allés très loin dans l'écriture d'histoire avec ChatGPT. Donc, on peut lui demander d'identifier dans des textes, on peut lui demander des choses comme ça, et on voit que ça fonctionne assez bien. Ensuite, pour les enseignants, là, moi, je trouve que personnellement, le personnel pour les enseignants et enseignantes, le potentiel, excusez, est quand même intéressant. Et tantôt, j'ai donné des exemples pour les plus jeunes, là, pour les élèves, pour les étudiants,
mais on pourrait augmenter la complexité des requêtes, puis on peut imaginer que ChatGPT va juste avoir des réponses de plus en plus développées, jusqu'à une certaine limite, je vous dirais. Et si vous allez le voir rapidement, que plus on avance dans la complexité des réponses, plus ChatGPT a des faiblesses, plus les réponses sont simples, plus ChatGPT est efficace parce qu'effectivement, il se base sur des données simples derrière lui. Aide à la préparation, aide à la création, aide à l'évaluation et aide à la correction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant avec ça? Je vais y aller un peu plus vite pour des exemples ici, parce que je vois le temps passer, là, mais j'avais plein d'exemples, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais à gauche, j'ai demandé à ChatGPT de me préparer un plan de présentation sur un sujet donné. Il m'a sorti un plan de présentation. Comme enseignant, je pourrais le regarder, me dire ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens. Il me propose une organisation. À votre droite, quand je parle d'évaluation, j'ai demandé de me poser des questions pour faire un compte-rendu de lecture d'une lecture, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, une pièce de théâtre, mais aussi en livre. La pièce de théâtre de Michel Tremblay, la première mouture qui m'a fait des questions ne me plaisait pas parce qu'elle était très générique. Quelle est l'histoire? Quelle est la fin? Qui sont les personnages, etc. Sauf que si on relance ChatGPT, en fait, ben, il est capable de continuer à travailler ou à améliorer les requêtes. Et vous voyez ici, par exemple, que la liste de questions qu'il m'a donnée sur les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, ben, ça correspond de plus en plus à des éléments qu'on retrouve dans la lecture. Par exemple, ça parle de classe sociale, de religion, les personnages féminins, les objets symboliques, l'histoire des femmes dans la classe ouvrière. Donc, vous voyez que les questions qui m'ont été nommées ben, sont quand même très proches de ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Michel Tremblay. Donc, l'objectif ici, c'est de me proposer une première piste de comment analyser l'œuvre de Michel Tremblay. Ben là, si je connais l'œuvre de Michel Tremblay, je peux me dire ça a du bon sens en espérant que je connais l'œuvre de Michel Tremblay, parce que si ce n'est pas le cas, ben peut-être que ChatGPT ne connaît pas adéquatement la même œuvre que je lui ai proposée. Donc, ça, c'est important de rappeler ça que comment ChatGPT, en fait, mon niveau d'expertise va quand même influencer comment je peux mobiliser ChatGPT à travers mes requêtes, ce qu'on peut appeler en anglais mes prompts, comment je vais envoyer des questions à ChatGPT. Donc, vous voyez deux exemples vraiment pour un enseignant à gauche, un plan de présentation, à droite, un compte rendu de lecture. Ensuite, cette question-là, je la trouvais super intéressante parce que je suis sur Facebook, je suis plein de questions, les enseignants discutent entre eux. Et cette question-là que vous voyez affichée, je l'ai prise sur Facebook. J'ai enlevé l'auteur pour la rendre anonyme, ça n'avait pas tant d'importance que ça. C'est sur un groupe. Est-ce que quelqu'un a une mise en situation sur les fonctions électriques, alimentation, isolation, diode, protection? Je peux te faire une analyse d'un objet technique aux élèves qui s'habituent à ce type de questions pour l'examen du ministère en 4e secondaire. Super bonne question, en fait. Il y a des enseignants qui veulent s'entraider. J'ai pris telle quelle la question, copier-coller dans ChatGPT pour voir si la proposition pourrait avoir du sens. Et vous voyez qu'il m'a proposé de faire l'analyse d'une tente à énergie solaire pour recharger les téléphones portables, les lampes de poche et autres équipements électroniques de camping. Ce que j'attire votre attention, vous voyez que les mots-clés qui étaient dans la question, alimentation, isolation, diode et protection, ben, il me les a remis dans sa structure de réponse parce que en termes de probabilité, ben, puisque j'ai demandé qu'il y ait alimentation, isolation, diode et protection, il les a ramenés tels quels. Je n'ai rien touché. C'est littéralement la structure qui était proposée par ChatGPT ici. Là. Il n'y a pas de trucage. C'est ce qu'il m'a proposé comme réponse. Donc, l'alimentation, comment la tente est-elle alimentée en électricité? Quel est le type? Et là, on voit que l'exercice, quand même, si je manquais d'inspiration pour mon cours, je me retrouve avec quelque chose d'assez intéressant rapidement. Peut-être que je vais, comme enseignant de sciences, je vais peut-être avoir à changer des choses. Je pourrais augmenter le niveau de difficulté, réduire le niveau de difficulté. C'est là que mon expertise est importante, mais si je manquais d'idées, je viens d'avoir une idée assez rapide par ChatGPT. Je n'ai pas la réponse à la question ici. J'ai simplement la question. Je n'ai pas demandé à ChatGPT de me donner. Probablement que si je vais me demander des pistes pour chaque élément, j'aurais probablement eu ça. Je vous présente plein des choses positives. Allons un peu plus loin, en fait, pour vous montrer un peu. Là, je vous entends déjà penser en me disant, ben oui, mais ils montrent juste des bons côtés à l'IA générative ou à ChatGPT. Y a-t-il des limites? Des exemples médiatiques. À votre gauche, en fait, et ça, le lien, en fait, de la presse, vous allez chercher l'article de Katia Gagnon. Cet article-là qui a été publié en fin de semaine est particulièrement intéressant. Katia Gagnon est une journaliste à la presse. Et dans son article, elle commence d'abord à raconter une histoire, l'histoire du chien Soya ici.
qui est une bête hors du commun. C'est un labrador noir au grand cœur qui est allé sauver quelqu'un dans l'incendie que vous voyez au fond sur la photo. Mais cette histoire-là n'existe pas. Elle a été rédigée par l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, ben, Normand, tu m'as convaincu que l'IA, elle est bonne pour écrire, donc écrire une histoire, ce n'est pas très surprenant. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet article-là, c'est que Katia Gagnon, ce qu'elle a fait, en fait, sa démarche de travail avec ChatGPT, c'est vraiment ça qui m'intéresse ici plutôt que l'article sur le chien, c'est qu'elle est allée d'une série d'itérations, de multiples itérations pour en arriver à produire son texte. Elle a d'abord proposé à l'intelligence artificielle 2 de ses textes. Elle a dit, voici 2 articles. Elle a copié-collé ses textes, puis elle les a mis dans l'outil comme une base en disant, je veux que tu m'écrives une nouvelle histoire sur une histoire à la façon de Katia Gagnon, en fait. Pardon. Donc, elle a demandé à ChatGPT, écris-moi un article de journal, donc un article journalistique à la manière de Katia Gagnon en te basant sur ces 2 articles-là. Et là, ChatGPT a lancé la première histoire. C'était l'histoire de Rex le chien. Elle a dit à ChatGPT, Rex, c'est pas très original, trouve-moi un autre nom, ajoute un peu de détails, etc., etc. Et là, elle a construit la narration avec ChatGPT en lui demandant des précisions, en disant, et son texte, finalement, vous allez pouvoir aller lire l'article, en fait, il est publié. La photo qui est là à gauche a été générée par de l'intelligence artificielle également. Donc, elle a généré et le texte et l'image par l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant de voir dans sa démarche, c'est qu'elle a même demandé le même texte, mais de l'écrire à la façon d'un autre journaliste, pour ne pas le nommer, mais Patrick Lagacé. Elle a dit, prends la même histoire et peux-tu l'écrire à la manière d'un autre journaliste? Elle a pris 2 exemples de ce journaliste-là, elle les a envoyés dans la machine et hop, il a publié un article en analysant les 2 premiers textes. Il a pris cette histoire-là et il a tout changé le texte pour l'écrire à la façon de Patrick Lagacé. Et elle explique un peu son processus. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement les allers-retours qu'elle a fait avec l'outil en lui fournissant des pistes d'analyse de départ, parce que je vous rappelle tantôt, je l'ai dit, c'est important, ChatGPT, on ne peut pas y mettre des nouvelles informations, on peut simplement échanger avec lui en dialogue, et dans ce dialogue-là, il se rappelle de ce qui a été dit avant. Dès que je ferme cette fenêtre de dialogue-là, disons-le comme ça ne s'enregistre pas derrière. Vous ne pourriez pas retourner relire l'histoire de Soya, le chien, dans ChatGPT. Vous pourriez essayer de reproduire la démarche, mais pas lire l'histoire exacte. Et où ça dégénère un peu, justement, où le problème, elle le montre dans son article, bien, l'image de droite, ça serait, je l'ai mis au conditionnel, une image qui aurait été utilisée dans les médias lors d'une manifestation en France, mais on n'est pas sûr encore aujourd'hui s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse image. On n'est pas sûr à 100% si elle n'aurait pas été générée ou pas. En tout cas, je n'ai pas retrouvé. Peut-être qu'elle l'a été, mais est-elle vraie? Il y a encore des éléments qui sont relayés en se disant, ah, peut-être que cette image-là, et l'image de gauche, maintenant qui est utilisée sur Internet, si moi je l'utilise, je la sors de son contexte et je l'envoie ailleurs, elle devient un peu, on peut se questionner sur la véracité de cette image-là, tout comme la véracité de Soya, le chien, également, qui n'existe pas, même si l'histoire peut aller nous chercher à l'intérieur de nous parce qu'on la trouve intéressante, cette histoire-là n'existe pas. Et là, l'enjeu, et c'est là que je tombe dans les enjeux un peu plus, cette histoire-là de Soya, le chien, qui a été rédigée, publiée en ligne, disponible sur Internet, va probablement servir à alimenter le prochain ChatGPT. Appelons-le ChatGPT 5.0. Donc, vous comprenez que le texte qui a été rédigé, qui est sous les yeux, un labrador noir avec la tache blanche, l'incendie en ville, Soya le chien, va devenir un jour dans une base de données qui va servir à alimenter un outil qui va également générer du nouveau texte. Donc, l'histoire de Soya le chien, avec toute sa nuance, et qui commence en disant que ce n'est pas une vraie histoire, ça va disparaître à un moment donné dans la file de l'analyse parce qu'à un moment donné, ça va retomber dans la base de données et ça va devenir de l'information pour le prochain ChatGPT 5.0. Et là, vous devriez vous commencer à vous questionner en disant « Ah, mais ça veut dire que l'information qui se retrouve disponible va influencer la prochaine génération. » Il y aura comme une boucle sans fin de comme ça, de l'IA va alimenter l'IA et ça va devenir peut-être un problème un jour. Par exemple, article scientifique rédigé ici 100% par l'IA. Il a été accepté, il a été publié dans la revue que vous voyez en haut ici. Les auteurs l'ont mentionné après la démarche que l'article a été rédigé par de l'IA, mais il a été évalué quand même par 3 ou 4 évaluateurs scientifiques et il a été vu comme un article publiable et il a été accepté. Et les 3 auteurs en haut, ils l'ont dit après, en fait, que l'article porte sur ChatGPT
et le plagiat, et pourtant, il a été accepté, donc il a été rédigé en appui avec l'outil. Donc, c'est sûr que ça a été utilisé par des gens qui connaissaient les forces et les limites de l'outil, mais il y a eu des itérations avec cet outil-là. Où je veux en venir? Ici, vous avez un autre article de journal et c'est là le défi un peu. Puis c'est pour ça qu'il y a des conférences comme aujourd'hui sont importantes, pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais tout simplement parce qu'il faut avoir une meilleure littératie de l'IA, il faut mieux comprendre l'IA. Ici, deux journalistes qui discutent entre eux dans un journal, ils testent pour la première fois ChatGPT et ils sont fâchés, ou en tout cas, ils s'aperçoivent que ChatGPT a donné plein d'informations qui sont fausses. Sur des lieux, sur des noms de personnes, tout ça est faux. Sur leur vie à eux, Michel C. Auger, qui est un journaliste, dit ben l'IA dit que je suis mort. Là. Donc, ChatGPT dit que je suis mort. C'est faux. Mais le problème ici, c'est pas le problème de voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. ChatGPT n'essaie pas de vous dire la vraie information. Il essaie simplement d'organiser des idées en fonction des phrases qui ont été trouvées dans l'histoire ou des bases de données. Donc, vous voyez que ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque d'intelligence artificielle. ChatGPT, je le répète, ne cherche pas à donner une bonne ou une mauvaise réponse. Il cherche à donner une réponse probable sur le plan lexical, sur la structure des mots. Et c'est là vraiment que toute la discussion de ces deux journalistes-là est intéressante, mais elle alimente le fait que ils sont déçus que ChatGPT n'a pas donné des réponses valides ou fiables, alors qu'il n'y a personne au départ qui a dit que ChatGPT devait donner des réponses valides et fiables. Ce n'est pas son objectif à ChatGPT, en fait. Et ça, c'est quand même important de se dire, il ne vérifie pas ses informations, il ne donne pas ses sources, il donne une structure de réponse probable. Michel Auger, il y a eu un autre journaliste à l'époque qui est décédé, en fait, qui avait un nom similaire. Donc, il a simplement pris de l'information qu'il a retrouvée un peu partout sur Internet. Et plus l'information est morcelée ou parcellaire, ou si l'information est inexistante, ChatGPT va se mettre à en inventer. Et c'est là vraiment qu'on glisse du côté obscur de ChatGPT. Regardez un exemple très concret ici à l'écran. À gauche, j'ai pris un extrait de texte que nous avons rédigé avec des collègues. On a cité des auteurs et j'ai dit à ChatGPT, dans ma tête naïve, je me suis dit, j'ai pas le temps, je veux avoir ma bibliographie aux normes APA rapidement. Peux-tu me donner les références des auteurs qui sont cités dans le texte ici à ta gauche? C'était la consigne que j'ai donnée à ChatGPT. J'ai pris mon texte, je l'ai envoyé dans la machine et je l'ai envoyé, j'ai posé la question, génère-moi des références. Et vous voyez à droite que 100% des références qui sont données sont inventées. Elles n'existent pas, en fait. Donc, il a pris les auteurs, il a regardé les mots-clés dans le texte et il s'est dit, Wilton, selon la phrase qui est autour, voici un texte qui pourrait exister. J'ai bien dit pourrait parce que Wilton n'a pas écrit ce texte-là, les DOI n'existent pas. Il n'y a rien d'à droite qui existe. Si je vais même plus loin que ça, j'ai même dit, là, ça ne se peut pas qu'il invente constamment. Je lui ai demandé de me donner 5 publications que j'aurais faites. Et la liste est complètement inventée parce qu'il est allé, je ne sais même pas où il a pris ça, mais dans la question, j'ai nommé que j'étais professeur, j'ai nommé l'Université de Montréal. Et autant que je connais Jean-François Desbiens ou Patrice Potvin ou Patrick Charland, je les connais. Je n'ai pas eu la chance de publier avec eux. Je n'ai écrit aucun de ces articles-là. Mais ChatGPT est convaincu que tout ça est de moi. Donc là, on voit que dès qu'on retombe dans l'information spécialisée, il y a un problème. Je vais devoir aller plus vite si je veux garder un petit 20 minutes de questions. Donc, je vais m'en tenir à 5 minutes encore. Regardez ici, et là, je suis allé encore avec des questions encore plus naïves, et c'est intentionnel. Mon exemple en haut à gauche, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me proposer une recette avec des œufs de vache? Et vous avez maintenant, prenez en note si vous voulez préparer un souper pour ce soir, des œufs brouillés aux champignons, 4 œufs de vache, 200 g de champignons frais, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, sel et poivre, et persil frais, c'est facultatif. J'aime bien le fait que le persil est facultatif, mais pas les œufs de vache. Mais bon, vous comprenez un peu l'enjeu ici que, ChatGPT s'est collé à la structure de ma question. Peux-tu me proposer une recette avec des œufs de vache? Bien sûr que je peux t'en proposer une. Il n'y a pas débattu sur le reste de ma question. Et même chose en bas à gauche, peux-tu me réciter le poème Soir d'hiver d'Émile Liguan? Convaincu qu'il me récite un poème d'Émile Liguan. Ce n'est pas le poème Soir d'hiver d'Émile Liguan du tout ici que vous avez à l'écran. Quand on le demande à Bing, par exemple, à un autre outil, là, on a le bon poème, mais il est convaincu de ça. Et je ne sais pas qui est dans la salle, mais
petit clin d'œil à mes collègues à l'époque, je donnais un cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, là, mais je donnais un cours sur les médias, je le donne encore de temps en temps à l'Université de Montréal, et je parle de la pieuvre arboricole. Ça n'existe pas, la pieuvre arboricole. Donc, ChatGPT, quand je lui ai demandé que c'est-tu de la pieuvre arboricole, il me dit, ben, je pense pas que ça existe, mais il n'a pas été très difficile à convaincre. J'ai dit, pourtant, j'ai trouvé des photos sur le jet, tu es sûr? Et automatiquement, il me dit que finalement, c'est une espèce très rare, mais qui a été documentée par des scientifiques. Allez chercher sur Google, vous allez rapidement comprendre que la pieuvre arboricole a été faite pour expliquer le concept d'éducation aux médias. On retrouve plein d'informations sur la pieuvre arboricole comme une créature fictive, justement pour sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'on peut, ce qui est imaginaire en fait. Mais elle n'existe pas. Donc, la base de données derrière ChatGPT a probablement trouvé de l'information là-dedans, mais en même temps, il n'a pas distingué que ça commençait par créature imaginaire. Il ne s'est pas questionné là-dessus. Et si je suis un utilisateur qui ne connaît pas un peu ça, ben, je me retrouve avec de la fausse information sans m'en rendre compte parce que j'étais convaincu que ça existait. Et ChatGPT m'a même dit que c'était documenté par des scientifiques. Donc, si je conclue sur cette partie-là de ma présentation, les risques qui sont en lien avec ChatGPT, pour moi, puis je vous ai montré les avantages, mais les risques, il y a plusieurs biais possibles. Hein. ChatGPT a tendance à vouloir confirmer ce que je vais lui demander, c'est-à-dire qu'il prend la structure, il ne cherche pas à valider l'information, il prend la structure de votre question et il va chercher à avoir dans la base de données, en termes de séquence de mots, comment il peut faire une réponse cohérente à votre question et non pas valable à votre question. Il y a un sentiment de faux consensus, il ne cherchera pas à avoir un esprit critique, à moins que je lui demande, et même si je lui demande, il va falloir que je l'oriente un peu parce que ce faux consensus-là, si toutes mes questions ou tous mes échanges avec ChatGPT sont orientés dans une direction, bien, je vais avoir l'impression que j'ai un consensus et ça ne l'est pas. Je parle de désagréabilité sociale, entre guillemets, là, mais ChatGPT cherche un peu à me plaire. Vous avez vu dans mes deux exemples avant que les réponses de ChatGPT, c'était pour me plaire selon les questions que je lui ai posées. J'ai mis vie privée, droit d'auteur. J'ai vu des questions dans le clavardage, c'est quoi la base de données? On ne sait pas, en fait. Il manque de transparence sur qu'est-ce qu'il y a exactement dans la base de données derrière ça. C'est un des enjeux. Et la vie privée, bien, en ce moment, quand vous vous connectez à ChatGPT, sachez que tous vos requêtes, vos questions que vous posez sont documentées comme une trace pour la compagnie. Donc, là, il y a des questions de qu'est-ce qui a été allé dans la base de données. Exemple concret, si vous avez le droit de retrait d'informations sur Google, mais si vous faites cette demande-là, ça ne veut pas dire que ça va être retiré de ce que ChatGPT a fait, puisque lui a une base de données à part de ce qui existe sur Internet. Donc, vous voyez des enjeux, vie privée, droit d'auteur, à moyen et à long terme, il va y avoir des enjeux. Information non confirmée, information inventée, ça, je vous l'ai démontré. Et un des problèmes qui va émerger rapidement, c'est la croissance exponentielle des contenus. Tout ce qui est produit actuellement comme réponse de ChatGPT pourrait servir à alimenter des articles, des contenus en ligne, des blogs, de l'information, et va servir à alimenter la prochaine base de données inévitablement, là, donc en français et en anglais. Donc, on comprend que cette croissance-là de contenu créé par l'IA qui sert à alimenter une nouvelle base de données pourrait nous amener vers des problèmes. Marc-André, je te vois apparaître, donc je sais qu'il me reste peut-être une minute, là, mais je vais juste aller... Prends le temps qu'il faut, Normand. Prends le temps qu'il faut, on ne veut pas te j'ai vu qu'il y avait des questions, en fait, mais oui. je vais quand même y aller avec... je vais rendre disponible, là, mais il y a des études sur l'efficacité de ChatGPT, sur comment il peut être bon pour fournir des conseils en algèbre, en traduction, sur le plagiat. Ce qu'on remarque quand même, c'est que il fournit quand même des mauvaises réponses, mais il y a un effet quand même positif. Donc, on est encore mi-figue, mi-raisin. On est un peu, il y a quand même des avantages, mais on est quand même limité dans tout ce qu'on peut aller. Dans les outils de traduction, il y en a plusieurs, DeepL, Google Translate. On s'aperçoit qu'il est équivalent à d'autres. Pour le plagiat, ça, je ne vous le cacherai pas. En ce moment, il va y avoir un peu un combat à l'IA. En ce moment, les logiciels traditionnels ne détectent presque pas le plagiat à l'IA. ChatGPT détecte ses propres textes, mais dès qu'on les repasse dans d'autres logiciels, là, ça devient très, très, très difficile et vous allez comprendre que ChatGPT, ce n'est que la pointe de l'iceberg de tous les logiciels qui existent. Je vais sauter celui-là pour en aller vraiment à vous dire que ChatGPT, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg et je vais terminer là-dessus. Dans le fond, il existe une série d'autres outils. Là, donc, on a parlé de ChatGPT. J'ai fait des images dans Midjourney. Il y a des logiciels qui émettent la voix maintenant. Voice AI, Eva. Tom fait des histoires, caractères, mais
je m'imagine, puisqu'on est au CRIFPE, il y a peut-être plusieurs chercheurs parmi vous, des gens en éducation qui s'intéressent à l'enseignement supérieur. Il y a une série d'outils qui, pour moi, en fait, peuvent transformer l'enseignement supérieur. Je parle de consensus, sémantique scolaire, latéral et illicite, donc les 4 dessins en bas. Pourquoi, en fait, ces 4 outils-là sont particulièrement intéressants? J'ai tenté de m'imaginer un processus de travail que j'ai testé et qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que, imaginons que les prompts, la première façon, c'est d'envoyer des questions à ces outils-là. Hein. Donc, ChatGPT est quand même efficace pour m'aider à réfléchir à c'est quoi mes mots-clés, c'est quoi le champ qui m'intéresse. Donc, comme personne qui connaît un domaine, je pourrais envoyer des requêtes dans ChatGPT pour m'aider un peu à cerner un champ pour voir ce qu'il y en est. Et là, les 3 autres outils vraiment, qui est consensus illicite, j'ai même mis Research Rabbit également, permettent vraiment de faire des recensions appuyées par l'IA. Et c'est là que ça dépasse largement ce que ChatGPT peut faire. ChatGPT, tantôt, je vous ai montré, il a tendance à inventer des bases de données. Il ne connaît pas il ne différencie pas un article scientifique d'un article de n'importe où sur Internet ou de toute autre publication. Il ne fait pas la différence entre les deux, alors que consensus, illicite et sémantique scolaire font la différence. Donc, c'est des outils qui, dans une chaîne de travail pour un plan scientifique, peuvent être vraiment intéressants, ce qui m'amènerait à pouvoir même faire de l'analyse de PDF à partir d'un logiciel comme Latéral. Tantôt, je vous l'ai dit, l'enjeu de ChatGPT, c'est la base de données. Hein. On ne connaît pas la base de données. On sait qu'il y a beaucoup de sites web, beaucoup de contenu, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais la prochaine génération d'outils, imaginez que c'est nous qui constitue la base de données, que c'est constitué uniquement d'articles scientifiques de notre choix, que c'est constitué d'éléments. Et là, si on combine les deux, ces outils-là, comme Latéral, par exemple, qui permettent de choisir nos articles scientifiques qu'on met dedans, ça nous permet de faire des requêtes et de poser des questions. Je vais d'une série de captures d'écran pour vous montrer vraiment le potentiel de ces outils-là, mais on est dans la lignée, encore une fois, de l'IA générative. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, consensus me permet de faire une requête sur une question donnée. Quelle est l'efficacité de la réalité virtuelle au postsecondaire? Et il va me faire une recension. Il va même me proposer des nouvelles suggestions de ma question pour la reformuler autrement. Donc, on est vraiment dans. Il me génère des nouveaux types de questions qui sont proches de la mienne. Et il va me générer en disant, voici dans les articles que j'ai recensés, est-ce qu'il y a un consensus ou pas par rapport à ta question? Et il me donne vraiment, là, on est dans les outils comme la méta-analyse de Merchant de 2014. Pour moi, je le connais très bien dans mon domaine et il me permet d'aller trouver des nouvelles informations. Donc, consensus me permet d'aller voir est-ce qu'il existe un consensus en littérature, mais il pousse un peu plus loin parce qu'il me permet de remanier ma question des informations comme ça. Et si je pousse plus loin, ici, vous avez illicite. Illicite, lui, ce qu'il fait, il prend les articles. Donc, encore une fois, j'ai posé une question illicite. C'est quoi les effets de la réalité virtuelle en enseignement supérieur? Et automatiquement, il m'a décomposé les textes à partir du résumé, les outcomes, donc les retombées de l'étude. Et je peux même ajouter des questions naturelles. En haut, j'ai marqué what was the research question? Donc, quelle était la question de recherche? Et il va trouver à travers les textes la question de recherche. Si Marc-André s'intéresse à la pensée historique, je pourrais ajouter une question dans le haut, une colonne que je lui dis est-ce que ces textes-là me parlent de pensée historique? Puis il va me sortir les extraits qui rapportent à la pensée historique dans tous les textes de la recension des écrits que lui-même aura fait. Et là, on trouve ça quand même intéressant parce que là, ici, on est vraiment sur des bases de données scientifiques. On n'est pas sur des données qu'on ne connaît pas. On est dans les bases de données, dans les articles qu'on peut alimenter. Illicite travaille sur une requête en temps réel sur Internet. Mais si je vais plus loin, je vais y aller avec Latéral. Illicite travaille sur les bases de données en ligne. Latéral, que j'ai parlé tantôt, permet de le faire sur notre propre base de données, de fournir nos articles en plus. Donc, on peut faire les deux. Et oui, la question qui se pose, ça fonctionne en français? Ça fonctionne bien en français. J'ai testé en français. Il y a des zones d'ombre, il manque des bases de données encore, je vous dirais, là, mais quand même, comme premier ménage, quand j'ai présenté ça à un étudiant, l'étudiant m'a vraiment répondu ça va enlever du travail pour les étudiants, ça. Je les ai regardés avec la souris en lui disant un peu. Effectivement, ça peut m'aider à faire un premier ménage, mais ça ne remplace pas tout, en fait, parce que le chercheur doit quand même regarder ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas. Il y a un esprit critique à avoir là-dessus. Mais ce type d'outils-là, dans un processus scientifique, je les trouve particulièrement intéressants parce qu'effectivement, il y a plusieurs bases de données. Ici, c'est Research Rabbit. Lui, la perspective est un peu différente. J'envoie un premier article et il commence à me faire des réseaux sémantiques à partir des références de cet article-là. Si vous avez travaillé un peu en recherche, vous avez dirigé des étudiants, on dit toujours
allez voir les références. Si vous trouvez un article important, allez voir les références pour aller voir ce que les autres auteurs en ont dit. Mais ici, on va commencer à se promener en réseau sémantique d'articles à gauche ou même d'auteurs à droite. Et c'est le logiciel qui me fait des suggestions et qui travaille parce qu'il va avoir analysé les mots-clés des textes et il va m'amener à me proposer des suggestions sur des auteurs. Et là, ça me permet d'agrandir justement comme ça. Là, vous voyez un peu que la performance de ces outils-là en termes d'IA générative, c'est qu'ils me génèrent des nouvelles informations à partir de corpus que je leur ai fournis au départ. Et pourquoi je dis que ça se distingue de ChatGPT? Pour moi, ChatGPT peut m'aider à réorganiser mes idées, peut m'aider à peaufiner certaines idées, peut m'aider à reformuler des phrases. Mais en termes de profondeur des idées, je dois quand même me rabattre sur les textes scientifiques. Et c'est là que ces outils-là de réécriture, par exemple, de traduction, par exemple, ici, c'est Quillbot. Quand je vous disais tantôt qu'à la limite, ChatGPT est capable de détecter ce que ChatGPT a écrit, mais Quillbot, qui est un autre outil, permet de paraphraser n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Donc, je prends un texte original, je l'envoie dans Quillbot, un texte qui pourrait avoir été rédigé par ChatGPT, et Quillbot va pouvoir le réécrire autrement. Et il me propose plusieurs structures de la même phrase. Il ne me donne pas juste un choix, il m'en donne plusieurs selon le niveau de la langue que je veux, plus court, plus long, à partir de l'idée que j'ai fournie. Donc, il génère des nouvelles idées à partir d'un corpus initial basé sur ce qu'on sait de la langue. Donc, pour conclure, en fait, comme dernière diapo, où je vais en venir avec tout ça, les exemples que je vous ai montrés, je sais que j'ai été un peu vite, je peux vous partager les noms avec plaisir. Il y a clairement un besoin de littératie de l'IA. Comprendre les tenants aboutissants de l'IA, pour moi, c'est en tête de liste, parce que si on ne comprend pas les enjeux, bien, on va peut-être faire une confiance aveugle à un outil, alors que l'autre outil est plus approprié pour ça. Donc, il faut être capable de comprendre ce que l'IA générative peut et ne peut pas faire, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ne veut pas dire. C'est que pour moi, il y a vraiment un enjeu important là. Il y a un enjeu de compétences informationnelles clair et évident à tous les niveaux. ChatGPT est très convaincant, mais peu fiable, peu valide. Il y a même un nouveau skill, une nouvelle compétence qu'on cherche sur Internet qui s'appelle le prompt writing skill, la capacité à rédiger des bonnes questions pour l'IA générative, en fait. C'est carrément une nouvelle compétence en se disant, ben, il va-tu avoir un nouveau métier que la personne, c'est un spécialiste des requêtes dans ChatGPT? La question se pose. Et effectivement, le plagiat, les travaux mixtes ou les fausses informations, mais il va avoir un enjeu de compétences formationnelles autour de ça. Et oui, transparence des données, des algorithmes. Si je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, comment je peux avoir une compréhension des tenants et aboutissants, ça pose la question de la transparence des données et des algorithmes. On n'a pas toute la réponse encore, mais c'est ce que demande un peu récemment l'arrêt de la recherche un peu qu'on a entendu par Yoshua Bengio en disant tant qu'on ne s'entend pas sur la transparence des bases de données ou des algorithmes, ça peut poser un vrai défi en fait là-dessus. Et pourquoi j'ai choisi cette image-là pour la fin? Je le dis avec le sourire, c'est parce que j'ai demandé à l'IA générative de me générer un robot qui pose une question et c'est l'image qu'il m'a donnée et je la trouvais tellement représentative de ma question était naïve à l'IA générative. Je lui ai dit, vous avez tous les autres images étaient générées par l'IA, celle-là aussi. Et ma question que j'ai demandée était, peux-tu me générer un robot qui pose une question? Et c'est ce que ça m'a donné. C'est un peu à la représentation parfois de ce que peut nous donner l'IA, c'est-à-dire très efficace en entrée de jeu. Et à la fin, ben, on peut, je le dis avec le sourire, mais on peut se retrouver avec un robot avec un œil puis un peu schématisé. Donc, merci en fait. J'espère que ça vous a questionné sur l'IA. Ouais. C'était fascinant, Normand. Merci beaucoup. Franchement, là, je vais m'attendre de poser toutes les questions parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la salle qui vont vouloir en poser. Ben oui, c'est fascinant et c'est à la fois, c'est vertigineux. Hein, ce que ça peut donner de bien, de moins bien, des possibilités, tout ça. Et peut-être pas finalement sur poup, mais en tout cas là, ça a l'air d'être pas mal impressionnant. Ouais. Il y a une première question que je vois ici qui dit merci pour votre présentation. Vous avez mentionné rapidement que ChatGPT détecte ses propres textes. C'est-à-dire qu'un travail d'étudiant constituant d'avoir été généré par ChatGPT pourrait être copié-collé sur ChatGPT pour en vérifier l'authenticité. Première question plus simple un peu peut-être, à laquelle tu pourrais répondre. De ce que j'ai compris sur le plagiat de ChatGPT, pourquoi il détecte, en fait, on ne peut pas détecter si le texte existe en ligne ou pas, puisqu'il l'a lui-même généré, en fait. Donc, première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il ne cherche pas à associer le texte. Ce que font les autres logiciels, le Turnitin, ces choses-là, ils cherchent des groupes de mots qui se ressemblent puis dans les travaux des autres étudiants remis ou dans les traductions, ces choses-là. ChatGPT, de ce que j'ai compris, et ChatGPT 0, qui est l'outil qui détecte aussi le plagiat, cherche plutôt à voir dans le style linguistique, est-ce que ça ressemble à un style linguistique que l'IA aurait rédigé?
il a tendance souvent à D'accord. répéter le même sujet. Il a tendance à avoir des structures lexicales qui se ressemblent, en fait. Il va vraiment regarder dans la structure de la phrase. Et pour l'avoir vu dans différents articles, on peut voir, il y a des articles originaux qui ont été rédigés avant ChatGPT qui sont détectés comme de l'IA parce que l'auteur qui a rédigé ça a simplement un style très prévisible, en fait, probablement. Donc, mais il ne se base vraiment pas à chercher l'équivalence, mais plutôt à un pattern de réponse, à une structure dans la réponse qui a été donnée. C'est vraiment la base de ça, puisque c'est un algorithme qui génère la réponse. Donc, il fait la démarche inverse. Il regarde si cette réponse-là est prévisible par rapport à des statistiques derrière. Si la structure de la réponse, elle est prévisible, je m'attends à avoir le tel verbe après tel mot. Effectivement, j'ai ce verbe-là après ce mot-là et effectivement, et une série de séquences comme ça. Je vais avoir une probabilité que ta réponse soit rédigée par l'IA parce qu'elle est tellement probable ta réponse qu'elle ressemble à ce que l'IA nous aurait donné comme réponse sur le plan lexical. C'est vraiment ça, la logique qui est derrière ça. Et je dirais que si la personne a une structure lexicale très, très prévisible, qu'elle utilise des mots qui font un grand consensus, probablement que l'IA va le voir comme étant quelque chose de très prévisible également. Et c'est là le piège un peu que ChatGPT détecte lui-même, mais dès qu'un autre outil passe au travers, ben là, ça vient de briser la structure lexicale initiale de l'algorithme de ChatGPT. Et là, il n'est plus capable de le détecter puisque c'est plus sa propre structure, c'est une autre structure inattendue, en fait. Ouais. OK. Ouais. Donc, c'est des statistiques qui peuvent être plus ou moins fondées. Là. Ça peut varier, ça peut changer aussi avec les nouvelles versions de ChatGPT ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Oui. OK. Et est-ce que c'est des façons de détecter ces erreurs, cet usage-là de ChatGPT que l'on peut, qui est relativement sûr? On dirait que non, parce que tu me dis là. Ben, sur le plan informatique, ça va être le combat des IA, là, dans le sens qu'effectivement, avec ce que je viens de dire, ben, probablement qu'il va y avoir un algorithme plus efficace, mais dès qu'on va commencer à travailler avec plusieurs outils, comme j'ai démontré tantôt, je le fais traduire dans un, je le fais réviser par l'autre, je le fais réécrire par un autre, ben là, la structure devient complètement imprévisible parce qu'elle est déterminée par 4 algorithmes différents qui auraient détecté la structure et ça devient de plus en plus naturel, ce qui est l'objectif des outils séparément, d'avoir une structure de plus en plus naturelle, en fait. Là. Donc, la façon de faire, ça va être d'avoir des. C'est ce que je dis, c'est que pour tous les éléments très généraux, ChatGPT fait un bon travail. Pour les choses très spécifiques, ben, il glisse souvent, il a tendance à donner les mêmes structures de réponse. Donc, ça va dépendre du type de question, mais effectivement, l'évaluation va bouger en enseignement supérieur. Là. Donc, pour moi, il y a quand même qu'il faut que, si la question est très contextualisée, c'est impossible que la réponse va pouvoir l'être, encore une fois, à moins de ne pas avoir accès. Exemple concret, Marc-André, tu es dans ton cours, dans ta question, tu fais référence à ton cours 4. Dans le cours 4, vous savez, j'ai parlé de telle chose, en fait, et là, ChatGPT ne pourra pas répondre à ton cours 4, il ne connaît pas ton cours 4. Un étudiant qui est le moindrement autonome pourrait tout à fait aller prendre, copier-coller tout ce que tu as dit dans ton cours 4, l'envoyer dans la machine et là, relancer la machine à partir de ce que Marc-André Etier a dit dans son cours 4. Voici le texte. Peux-tu me. Et là, ça va devenir très difficile. Mais on voit qu'il y a des questions qui sont contextualisées en disant dans ton contexte professionnel, mais effectivement, en termes d'évaluation, il n'y aura pas de moyen magique à part de modifier un peu ou de réfléchir à des évaluations qui vont nous permettre. Pour les étudiants, et je l'ai passé rapidement, ChatGPT est le miroir de l'utilisateur. Pour un étudiant qui connaît peu ou maîtrise peu le sujet, la réponse, ça paraît que c'est une IA. Parfois, ça paraît parce qu'il ne serait pas capable de changer les idées de place. Pour un utilisateur moyen ou avancé, ben là, l'outil commence à être efficace parce que plus l'utilisateur est avancé, plus il peut envoyer des requêtes complexes, ben plus je peux travailler à améliorer le texte avec lui. Là, ça devient vraiment un outil d'accompagnement. Comme Antidote est très, très efficace pour un utilisateur très avancé, mais que les utilisateurs débutants n'utilisent pas les prismes, par exemple, d'Antidote. Et pourtant, il y a toute une série d'outils, de prismes, de réécriture d'un texte qui existe d'Antidote, mais les utilisateurs débutants ne les utilisent pas. On utilise juste l'autocorrecteur en rouge, tout simplement, puis on corrige notre texte. Ben, ChatGPT a un peu cet effet-là que si je ne suis pas capable de percevoir que ce que ChatGPT a dit est faux, les œufs de vache, ben, je vais vivre avec mon tablette aux œufs de vache, puis je vais aller à l'épicerie m'acheter des œufs de vache. Puis bonne probablement, chance. Bonne chance. Effectivement, c'est un peu ce miroir-là de l'utilisateur. Là, ouais. Puis, si au contraire, il y a une autre question dans ce sens-là, si au contraire, on veut pouvoir citer, on veut pouvoir rendre compte du fait qu'on s'est servi de ces outils-là, est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce que tu Pas peux te nécessairement répéter? APA, mais comment on peut citer le paraphrasage, par exemple, de Quillbot? Ah, bonne question. Il y a deux. Là, on ne s'est pas entendu. L'APA a quand même statué. En fait, les gens s'entendent plutôt pour le citer comme un outil utilisé et non pas comme le citer comme étant un auteur. Là. Il y a eu les deux
les deux ont vécu en parallèle depuis novembre dernier. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui ont cité ChatGPT comme étant un auteur à proprement dit du texte. Là. Donc, on avait la liste d'auteurs, c'était le troisième auteur dans le texte scientifique. Là, les revues ont comme fait, ça n'a peut-être pas beaucoup de bon sens de citer ChatGPT comme un auteur, en fait. Là. Et là, c'est plutôt de le nommer comme étant un outil qui a été utilisé dans le texte, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de Comme on nomme lecture SPSS, par définitive en ce exemple. moment, mais c'est plus de dire quel outil a été mobilisé dans le texte pour l'écriture du texte. Ça a été une ligne claire, directe. Est-ce qu'on cite directement l'IA? Parce qu'on ne sait même pas d'où vient l'information. Là, ça va devenir, comme est-ce qu'on cite Antidote parce qu'il a corrigé une phrase ou qu'il a reformulé une phrase, ça deviendrait. Mais je n'ai pas vu de ligne directrice claire là-dessus. Comment citer l'IA. Il y a eu les deux. En fait, il y en a qui citent carrément en tant qu'avec des guillemets, puis mettent comme un auteur. D'autres l'ont cité dans le texte et d'autres l'ont cité comme étant un outil que ChatGPT a servi à la réécriture du texte, tout comme un outil de traduction aurait pu servir, tout comme un réviseur linguistique externe pourrait traduire votre texte. On ne le cite pas comme un auteur parce que le texte a été traduit dans un texte scientifique. Là, ouais. Oui, effectivement, on ne cite pas les traducteurs en général, à moins que ce soit pour des romans, là, mais Ouais. dans le cas des articles scientifiques, on ne fait pas ça. Et mais on cite par contre SPSS, on dit les chiffres dont on se sert dans la météo. Fait que c'est le minimum. En tout cas, j'imagine ouais. C'est l'importance de la chose qui va faire la différence. Plusieurs personnes ont demandé à avoir ton diaporama, pas ce diaporama, pardon, mais oui, ça y sera. En fait, c'est l'enregistrement qu'on a là qui y sera une fois que tu auras vu, là, comme tu disais tantôt, pour les droits. Ouais. Etc. Quelqu'un demande, est-ce qu'on a les moyens de gérer la pollution apportée par les fausses informations générées par l'IA et qui vont rester sur Internet ou alimenter de nouveau des IA? Bien, de ce que j'ai vu, puis là, je disais en même temps, cette question-là, Marc-André, je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont nommé. Je vois aussi Pierre-Luc. Bonjour Pierre-Luc qui l'a nommé comme question. Y a-t-il des mécanismes sur cette contamination-là qui va se retrouver en ligne, en fait? Bien, c'est ce qu'on parle. Il y a la notion de filigrane, de watermark qui se parle en ce moment, que j'ai entendu, mais ça dépasse largement mes capacités, mais que l'information, il y aurait comme des filigranes d'écriture, c'est-à-dire un peu un code caché dans le texte, c'est-à-dire que quand il y a une réponse qui est générée, il y aurait des patrons de réponse qui seraient possibles d'insérer dans un texte de 10 lignes, par exemple, et donc automatiquement, on pourrait garantir que ce texte-là serait produit par Delia parce qu'on a inséré un watermark invisible à l'œil nu, mais visible sur le plan mathématique du terme. Donc, c'est ce qui se parle, mais en ce moment, il n'y a aucun contrôle. Et c'est là l'enjeu. Là. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question, oui, l'article que tu as nommé de la presse, il est disponible en ligne et il va servir à alimenter la prochaine base de données, en fait, de ChatGPT 5 et ça va être le cas pour toute fausse information ou information valide. Et là, ça va faire le serpent qui se mord la queue un peu ou ça va faire des chambres d'écho incroyables parce que dès que je vais me mettre à utiliser ChatGPT pour écrire des textes, produire des choses, que je vais alimenter la prochaine base de données sur Internet, je vais me retrouver avec justement de l'écho incroyable. Ça. Le logiciel va me générer des réponses avec des styles qui se ressemblent de plus en plus. Mais ce que j'ai entendu comme solution pour répondre précisément à la question, et c'est ça, c'est la notion de filigrane informatique, là, de watermark, c'est-à-dire que dans l'algorithme, lorsqu'il y aurait des réponses produites, il y aurait des patrons de réponses qui seraient possibles ou plausibles de faire, tout comme dans une image. C'est ça aussi la solution, ça serait d'intégrer quelque chose dans l'image qui permet sans aucun doute de dire d'où vient l'image sans qu'à l'œil nu on puisse le voir en fait. Je dirais que pour les images, il y a des images très, très, très convaincantes. Parfois, si vous regardez les mains des gens quand on fait de l'imagerie, c'est pas au point là, les mains. Là. Il y a beaucoup de gens avec 6 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Donc on voit, mais il y a des images extrêmement convaincantes. Allez voir les images récentes sur Donald Trump, c'était très, très, très convaincant, les images qui avaient circulé, et c'était de l'IA. Et c'est là que des discussions comme qui a été lancées la semaine dernière par les Bengio et le grand groupe de 1000, c'est de dire, on peut-tu s'asseoir, puis est-ce qu'on impose des filigranes dans les images? Mais la boîte de Pandore est déjà ouverte. Des images fausses, il y en a déjà, des textos, il y en a déjà. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est plausible, mais c'est ça la piste que j'ai entendue pour identifier ça, mais cette contamination-là va dépendre des utilisateurs. Puis, ouais. Et donc, d'ailleurs, dans une de tes images, la première, je pense, qui était visiblement un dessin de toute façon, même si c'était l'IA, c'était clair sur le dessin, mais on voyait que l'enfant avait, je pense, 6 ou 7 doigts, là, une des premières. Celle-là ici, la première, je vais y retourner, là, mais. Ouais. Puis, mais un peu, et on va terminer sur la main droite, c'est ça, là? On dirait qu'il y en a plusieurs doigts. Il y a un petit peu trop de doigts, là. Oui, c'est ça. La dernière question que je vais te poser, parce qu'il est déjà 13 heures, c'est le temps de finir, mais
tu es déjà entré là-dedans. La demande qui a été faite par Benjo et par d'autres d'arrêter pendant 6 mois, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà dit qu'on pouvait surveiller des watermarks, là, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est faisable? Tu as parlé de la boîte de Pandore qui était ouverte. Ben, au fond, il y avait quand même l'espoir, au fond de la boîte, d'après le mythe. Là. Mais est-ce qu'on veut la refermer? Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Ben, on ne pourra pas la refermer. Là. Je pense pas que c'est. On le voit, là, j'ai regardé, c'est quoi, j'ai vu passer dans le mois de mars dernier, il y a eu plus que 50 nouveaux outils qui ont été sortis avec de l'IA. J'en ai parlé de plusieurs, puis il y en a probablement 10 fois ça. Là. Donc, à partir du moment où les bases de données sont accessibles ou que les algorithmes sont disponibles en partie ou pas du tout, il y a plusieurs choses qui bougent dans le moment. Fait que je ne pense pas que refermer la boîte, c'est possible. Est-ce qu'on peut réfléchir collectivement à imposer un peu plus de transparence d'algorithme? Je pense que c'est souhaitable. Est-ce que c'est une pause de 6 mois qui va faire ça? Je ne sais pas. Mais on voit quand même quand les gouvernements ou on impose des choses quand même. Là, si on regarde en France, le RGPD a quand même fait bouger pas mal de choses sur les données personnelles en France également. Donc, on a quand même du pouvoir tant qu'on n'aura pas décidé de dire, est-ce qu'on peut exiger un peu plus de transparence? Est-ce qu'il y a des outils ou des choses? Je pense que ça, la transparence peut déjà aider. Ce qu'on a du contrôle, nous, c'est peut-être en éducation, du moins, c'est sur la littératie d'IA, de mieux se former, de mieux s'informer, de comprendre les tenants aboutissants. Mais est-ce que la boîte va se refermer? Je ne pense vraiment pas. Je ne suis pas sûr que la pause de 6 mois va faire vraiment je pense que dans l'esprit, comment c'est formulé, c'est peut-être souhaitable de se dire, hey, on peut-tu, vous voyez ce que ça va avoir comme effet? Derrière le texte de Chevenjo et tout ça, la lettre, je suis allé aller la lire. Il y a quand même une vision très long terme de ça. Là. Effectivement, dans 100 ans, dans 200 ans, si on laisse aller les choses, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations qu'on pourra plus dire qu'est-ce qui vient de où et de comment. Faut-il qu'on soit sur Terre, de toute façon? Je suis quand même positif là-dessus, mais cet enjeu-là, ce que j'ai du contrôle, en tout cas en éducation, littératie de l'IA, compétences informationnelles, ça, je pense qu'on peut y travailler. Est-ce que la boîte va se refermer? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut essayer d'imposer plus de transparence? J'ose croire que oui, mais bon, ces grandes entreprises-là ont beaucoup de pouvoir. Là, donc, je ne me fais pas d'idée. On peut même peut-être espérer que ce soit plus démocratique, plus libre encore et plus accessible, comme toute technologie pourrait l'être, que ce soit bon ou mauvais, ça dépend de nous un peu. Mais là, c'est la vraie dernière question. Michel Janas en a posé une qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut imaginer, tout m'intéresse, mais là, c'est l'avant-dernière que je vois. Peut-on imaginer que dans un avenir proche émergera une méta-application qui intègre plusieurs des applications IA citées dans la présentation? Ça serait le bonheur avec ce que tu as dit là. Le circuit que tu as dessiné serait tout seul. C'est sûr que c'est plausible, en fait, là, parce qu'il y en a qui sont payants, il y en a qui sont fermés, mais c'est tous des algorithmes. Donc, moi, je pense que, il y a comme un élément en éducation, Michel Janas, qui est à la FFP de notre côté, à l'Université de Montréal, en fait. Comment on va pouvoir mobiliser ça à travers les ensembles de corpus universitaires? Parce que, on a des milliers de cours en ligne, on a des livres qui ont été rédigés, des corpus de PowerPoint. Tantôt, je disais que le problème de ChatGPT était qu'on ne connaît pas la base de données. À partir du moment où on connaît le corpus de données qui est derrière, puis qu'on les mobilise à travers une série d'outils comme ça, bien là, on commence à parler de notre rôle en tant que pédagogue, en fait, quand même. Là. Donc là, ça devient quand même intéressant comme un outil d'accompagnement, vraiment. Mais pour répondre à ta question, Michel, sur une méta-application, ben moi, je pense tout à fait que c'est plausible. Encore une fois, ça serait probablement plus le DIRO ou bien nos gens du pôle en intelligence artificielle de l'Université de Montréal qui pourraient y répondre, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas plausible quand on voit qu'en même pas un mois, il y a des outils complètement qui permettent justement de traiter et la vidéo et le texte et l'image. Ce matin, je lisais exactement qu'il y a un logiciel qui permettait de générer des images, en fait. Mais maintenant, à partir de ce matin, il permet de générer du texte à partir des images. C'est-à-dire qu'avant, on écrivait le texte, il génère l'image. Maintenant, je peux lui envoyer l'image, puis il va me générer le texte au complet de ce que représente cette image. Donc là, on parle d'accessibilité de l'Internet, hein, parce qu'avant, un des défis, c'est qu'est-ce qu'on voit dans les images, on devait taper nous-mêmes. J'avais un problème écrit garçon, robot, table. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je voudrais peut-être avoir un texte beaucoup plus complet. Donc, depuis ce matin, Midjourney, qui est l'outil qui a généré l'image que vous voyez à l'écran en ce moment, peut générer dans l'autre sens. On peut lui envoyer des images et il va nous proposer 4 textes qui correspondent à ce qu'on voit à l'image, en fait. Donc là, on commence à aller, on voit que les outils, là, ils ne font que se combiner, se croiser. Fait à la question, est-ce qu'on pourrait combiner tout ça? La réponse, pour moi, est une évidence que oui, en fait, de ne pas le faire manuellement, mais que j'envoie ma propre requête, puis automatiquement, il va aller voir le champ lexical auto. Ce champ lexical-là va être envoyé dans des bases de données. Il va me recenser les 50 articles qui sont les plus cités. Ces 50 articles-là vont me générer un tableau avec les questions de recherche. Puis là, après ça, mais moi, je pense qu'il y a pour faire de l'information valide et valable, le chercheur, il y a plusieurs points de contrôle. Dans mon schéma, j'en avais mis 4 points de contrôle du chercheur.
mais au bout de ligne, c'est quand même le chercheur qui tient le crayon. C'est vraiment l'outil qui accompagne le chercheur dans ce cas-là. Fait que je pense que ça va être là que si on veut vraiment une IA centrée sur les humains, il faut réfléchir sur où est-ce qu'on intègre l'humain là-dedans pour pas que le produit. Je vais juste mettre je veux un texte sur la réalité virtuelle et à la fin, je veux un texte sur la réalité virtuelle. Je pense que Ou ça, un PowerPoint, comme disait Michel. c'est pas souhaitable. Je ne pense pas que c'est souhaitable, mais c'est de voir justement dans une IA centrée sur l'humain où sont ces points de contrôle-là. Puis ça, je pense que c'est notre rôle à nous en tant qu'experts dans ces domaines-là, de se dire, ben, c'est souhaitable qu'il y ait des points de contrôle là, là, là et là. Ce qui se passe en passant en entreprise ou ailleurs dans d'autres choses où on intègre l'IA, on réfléchit à où est-ce que l'humain s'inscrit dans le processus de l'IA. Ouais. Merci beaucoup, Normand. C'était, comme l'a dit quelqu'un, à la fois captivant et instructif. Je ne voudrais pas abuser de ton temps davantage. On a déjà dépassé l'heure limite qui était 13 heures. Merci beaucoup. Les choses seront plus tard sur notre site, donc on pourra télécharger et puis continuer de penser à partir de ce que tu nous as montré. Merci bien. Il y aura un autre, pour les autres, je dis aussi, il y aura un autre webinaire dans un mois environ, 31 mai, un peu plus d'un mois. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Normand, puis à bientôt. Puis les questions que je n'ai pas répondues, il y avait d'autres choses dans la diapositive, mais s'il y a quelque chose, vous avez mon courriel, vous avez de l'information. Peut-être pas me submerger de questions. Je parle pas encore assez vite, Normand. J'aurais besoin de plus de temps, mais merci pour toutes vos questions. J'en ai lu plusieurs. Là. Oui, il y a des enjeux sociaux, énergétiques et tout ça, mais ça sera pour une autre occasion. On fera un autre webinaire sur le sujet avec grand plaisir. Je crois que dans 6 mois, on va en avoir beaucoup à dire dans 6 mois également. On va s'abonner à toi. Merci à tout le monde. Au revoir.